L'intitulé de cette dernière table ronde est le suivant: Juifs, musulmans, croyants ou non, tous citoyens. On ne l'a pas fait plus long, mais on aurait pu dire juifs, musulmans ou pas, croyants ou non, tous citoyens. Donc, en fait, nous entrons dans le débat conclusif, mais c'est une véritable ouverture sur quelque chose d'essentiel. Je pense que la question posée est double. Est-ce que, oui ou non, une certaine façon de vivre, de pratiquer la citoyenneté est un moyen de nous sortir par le haut des difficultés auxquelles nous sommes confrontés? Et ensuite, quelle marge de manœuvre concrète sur le terrain avons-nous pour faire avancer les choses et retisser ces liens distendus, rompus ou fragilisés à votre gré? Donc on entre dans le concret, hein, on entre dans le dur, si je puis dire. Et autour de la table, et quelques-uns sont encore là parce que la table est trop courte, des gens très divers, horizons, métiers, inspiration. On a un petit peu de tout, si je puis dire, mais c'est le principe même qui a présidé à l'organisation de cette journée. Donc je ne vais pas prolonger indéfiniment et surtout inutilement cette mise en bouche, hein. Donc je passe immédiatement la parole, par ordre alphabétique des patronymes, à Mehdi Thomas Halal, qui est responsable du pôle antidiscrimination de la Fondation Terra Nova. Vous avez, comme les autres, 5 minutes. Oui, non, je n'ai pas assisté au reste de la journée. Mais moi, ce qui me frappe dans le dialogue interreligieux, c'est que les catégories de la population, enfin, ont été érigées en catégories de la population, le concept de musulmans et de juifs, alors qu'avant, on parlait plutôt d'arabes ou de maghrébins. Et cette catégorie est devenue opérante dans la réalité. Et je vois mes étudiants, parce que je suis maître de conf à Sciences Po, et je vois mes étudiants, moi, quand j'étais à Sciences Po dans les années 2000, je me revendiquais comme algérien ou j'avais des amis qui se revendiquaient comme marocains ou comme tunisiens. Et maintenant, mes étudiants, leur revendication sur la place publique, dans l'espace public, c'est d'être musulman et avec tout ce que ça accompagne. Donc je suis toujours un peu déprimé en quelque sorte parce que je trouve que le religieux prend beaucoup de place par rapport aux anciennes revendications. Voilà ce que je voulais dire. Ben, vous n'avez pas utilisé vos 5 minutes, là. Ah, d'accord. J'aurais dû en profiter, mais quand même. Non, voilà. Après, moi, j'ai vécu... je pense qu'on peut retracer l'histoire des relations interpersonnelles entre juifs et musulmans au quotidien à travers le prisme du conflit, même si les deux ne sont pas liés, même s'il ne faut pas importer le conflit, j'entendais ça tout à l'heure. C'est clair que quand il y a eu des événements comme la seconde intifada ou ce genre de péripéties, et en fait, ou les bombardements sur Gaza, en fait, ça nuit au quotidien, aux relations interpersonnelles entre juifs et musulmans. Et malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et comme on peut lire, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, moi, je suis toujours atterré de voir que des relations internationales, des choses qui ne nous concernent pas vraiment au quotidien, interagissent et nuisent au vivre ensemble. Après, le vivre ensemble, maintenant, alors je reviens à ce que je disais au début, sur le fait que ce soit une catégorie opérante, maintenant, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que maintenant, c'est clair qu'il y a une montée de l'islamophobie en France, et que donc cette catégorie du musulman, elle a été érigée, elle a été construite par les pouvoirs publics, elle a été construite par Nicolas Sarkozy en parlant de préfet musulman, en parlant de ce genre de choses. C'est une catégorie pour moi néocoloniale, mais maintenant il faut vivre avec, et elle produit du réel, elle produit du concret. C'est-à-dire que il y a de l'islamophobie en France, on ne peut pas le nier, et il faut lutter contre, voilà, comme on lutte contre le racisme, comme on lutte contre l'antisémitisme. Donc c'est devenu une réalité. Donc
stigmatisante et en même temps revendiquée par les protagonistes eux-mêmes. Très bien. Fethi Benthama, psychanalyste, professeur psychopathologie clinique à l'université Paris 7. On vous écoute. Merci. Je voudrais dire d'abord que nous avons la chance de vivre dans un espace où il y a une Esther Benbassa qui est à la fois capable de faire ce genre de choses. Et puis il se trouve aussi que son compagnon, Jean-Christophe Attias, a posé véritablement les questions les plus vives et les plus... je ne sais pas comment faire, il faut que je... Voilà. Et qu'il a posé les questions les plus vives auxquelles il sera très difficile, bien sûr, de répondre en 5 minutes. Mais quand même, il y a un certain nombre de choses à dire qui peuvent faire mal, mais il faut les dire. D'abord, je pense que par rapport à la question de la laïcité qui est posée ici, juifs au pluriel et musulmans au pluriel ne sont pas placés de la même manière, pour des raisons historiques. Par rapport à la question de la laïcité. La raison en est que les Juifs, notamment européens, depuis la sortie du ghetto, ont une longue histoire par rapport à la question de la citoyenneté, qui s'est traduite par beaucoup de transformations dans leur identité juive, à telle enseigne qu'en effet, il est admis une judéité qui ne se confond pas avec le judaïsme et qui peut en effet faire que quelqu'un peut se dire à la fois juif, athée, etc. Et donc cette histoire, et ils sont devenus producteurs de savoir, de connaissances, de culture à l'intérieur de la question de la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est la question de la citoyenneté par rapport à ce que nous posons juifs musulmans? C'est la question du sujet politique. Et le sujet politique, ça veut dire, c'est celui, le citoyen, c'est à la fois celui qui fait les lois, il les subit en même temps, donc il est le souverain en réalité. Or, lorsqu'on est juif, musulman, etc., on est obligé, si on veut être citoyen, de mettre un bémol, de taire la question de la loi de Dieu et de la souveraineté de Dieu, de la terre, d'en faire quelque chose d'autre que ce qui a lieu dans la cité. Or, ce problème aujourd'hui est le problème de la guerre civile à l'intérieur du monde musulman. Il y a une guerre civile à l'intérieur du monde musulman autour de la question du sujet politique. Certains musulmans refusent l'existence d'un sujet politique et d'autres le veulent, ce sujet politique. Ils veulent être des citoyens, ils veulent être dans des sociétés et non pas dans des communautés. Et c'est la raison de la guerre civile. Ça serait long de l'expliquer, mais je pourrais vous le montrer. C'est ça, une guerre civile meurtrière. Et cette guerre civile, elle est surdéterminée. Elle n'est pas seulement religieuse. Parce que quand on dit sujet politique, ça veut dire qu'il y a du politique. Du politique purement politique, qui ne se réfère pas au religieux. Le religieux peut être aussi en même temps politique, bien sûr. Mais c'est une question surdéterminée. Ça veut dire qu'elle a un enjeu géopolitique, elle est économique, elle est religieuse, elle est subjective aussi. Ça dépend du niveau dans lequel on se place. Et donc, cette guerre civile, aujourd'hui, elle est transportée, même dans l'espace européen. Elle est partout, dans tout le monde musulman. Et on tue beaucoup de musulmans à cause de ça. Je pourrais vous faire dresser un mémorial de centaines d'intellectuels, d'artistes musulmans qui ont été tués parce qu'ils voulaient affirmer la question de la citoyenneté et du sujet politique. Donc nous sommes en pleine guerre. Et cette guerre, on pourrait la situer. Vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'on est ramené à une confessionnalisation de l'espace français. Oui, comme vous, moi un jour, mes étudiants ont découvert dans le Nouvel Observateur que j'étais un intellectuel musulman. Ils étaient très surpris. Ils m'ont dit, mais comment vous êtes intellectuel musulman? Ben oui, parce qu'on a protesté pour protéger Redéker, qui a été condamné à mort. Et depuis, j'étais aussi traité, je dis bien traité, de psychanalyste musulman.
Ça ne se passait pas avant. Le coup d'envoi a commencé avec la condamnation de Roujdi en 1989. Là, Khomeini a condamné un écrivain à mort. Pourquoi? Parce qu'il s'est posé comme écrivain et qu'il a voulu refaçonner l'histoire, la fiction, parce que c'est du fictif. On ne sait pas ce qui est historique de ce qui n'est pas historique. Il a été condamné à mort. Et depuis ce moment, alors pourquoi Khomeini a condamné Roujdi à mort? C'était pour prendre la main sur l'Arabie saoudite qui, à ce moment-là, du fait de la guerre avec l'Irak a envahi l'Arabie saoudite, a envahi l'Iran, financé par l'Arabie saoudite, financé par les Américains, et il voulait prendre la main d'une manière spectaculaire sur le monde, puisqu'il y avait la révolution islamique. Il a condamné à mort cet écrivain. Donc il y a une lutte entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Cette lutte, elle était aussi bloc contre bloc avec l'Afghanistan. Et c'est une lutte aussi économique, puisque nous savons très bien sur quoi ils se battent. Il y a des questions importantes qui sont liées à l'économie pétrolière, etc. Le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit religieux, c'est un conflit politique, d'occupation, de territoire, de nationalité. Et donc il y a une surdétermination religieuse qui a été bien organisée, d'abord par l'Arabie saoudite pour se défendre les monarchies d'une manière générale, pour empêcher l'émergence d'un sujet politique dans ce monde, puisque son émergence l'aurait menacé. Et quand il y a eu le printemps arabe, eh bien on s'est dépêché en effet de le transformer en guerre civile, et ceux qui l'ont transformé, ce sont les mêmes, pour les mêmes raisons. Donc il y a toutes ces choses-là en même temps, et il ne faut pas exclure, dire politique ou... C'est à tous les niveaux vous trouvez, ça dépend à quel niveau vous vous situez. Et il est aussi subjectif, et c'est à un autre niveau, puisqu'il va toucher le jeune qui est dans la banlieue. Et il va le toucher, mais lui, il ne peut pas remonter la filière de toutes ces histoires-là. Lui, il est touché dans son existence, il est aux abois, il ne sait pas comment se situer. Et la voie la plus courte par rapport aux idéaux, c'est celle qu'offre la religion, parce que la religion, elle est capable d'offrir des idéaux qui passent tous les autres idéaux. Elle est capable de faire ça. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est absolument inextricable et dans laquelle la question de la citoyenneté, malheureusement, est mal partie, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que notre espace est bouffé par le confessionnel. Ils ont réussi, à partir du moment, ceux qui parlent au nom de l'islam ont réussi de faire en sorte de prendre en otage notre espace de vie. Et alors, il y a des processus aussi de retour qui se trouvent aussi à l'intérieur du judaïsme. Mais il ne prend pas la même ampleur. Mais il existe aussi. Nous le constatons. Et ce retour, il est pour d'autres raisons historiques. Il est lié à ce que aussi a subi le judaïsme européen avec la destruction des Juifs, etc. Et les questions qui se posent, en effet, sur l'assimilation totale, qui peut être aussi questionnée par rapport à ce qu'elle a donné, en effet, avec la destruction, avec Auschwitz. Bon. Et donc, nous ne sommes pas placés de la même manière. Et cette façon nous oblige peut-être, et moi c'est ce à quoi je dis à Esther, il ne faut pas se contenter de faire cette rencontre, elle est formidable, il faut la faire. Il faut créer une sorte de plateforme commune. On sait que les jeunes y accèdent par Internet, etc., pour expliquer ces choses-là, pour les mettre sous mode d'image, pour les mettre sous mode bien sûr, de discours, de gens qui parlent les uns et les autres, pour qu'ils puissent accéder. C'est aux jeunes qu'il faut s'adresser, à ces jeunes, pour qu'ils, par hasard, ça peut être par hasard, ils tombent sur quelque chose, il peut rester 5 minutes, il ne faut pas se faire d'illusions, il peut être accroché. Voilà. Et donc, il faut qu'on aille un peu plus loin pour élucider le problème que nous avons aujourd'hui et qui, véritablement, à mon avis, recèle un des plus grands dangers qu'on connaît à cause de la radicalisation aussi du capitalisme. On pourrait... la radicalisation du capitalisme qui, en même temps, demande aux gens de s'identifier un peu plus parce que ça permettrait, en effet, de cacher les vrais problèmes qui se trouvent aujourd'hui dans la sauvagerie que produit le capitalisme aujourd'hui et qui pourrait se satisfaire
à ce que les gens se consolent avec leurs trucs identitaires pour vraiment cacher les véritables problèmes d'inégalité, d'exploitation, de déshumanisation, de cités qui ne sont plus des cités, mais des agglomérations de banlieues, etc. Voilà. Il faut qu'on arrive peut-être à trouver un lieu public, pour tout le monde, pour dire tout cela. Merci. Bon, Monsieur Bensalem a raison. Hein. De toute façon, le Paris du Vivre Ensemble n'a qu'une ambition, hein, c'est d'être imité, copié même. Hein. Donc, si vous voulez faire la même chose ou un peu différemment ailleurs, ça sera toujours une bonne initiative. Et par ailleurs, mais je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas précisé d'emblée pour que vous ne partiez pas, mais l'intégralité de nos débats sera visible en ligne. Donc le monsieur que vous voyez là, qui travaille très sérieusement, dans quelques jours, mettra à la disposition de ceux qui étaient là et de ceux qui ne sont pas venus l'intégralité de nos débats. Il enlèvera les blancs et les bafouillements, mais bon. Voilà, donc c'est pas fini, ça n'est qu'un début, mais il faudra nous aider à continuer. Martine Cohen, sociologue au CNRS, au groupe Société, Religion, Laïcité, le GSRL. Ben, tu as la parole pour 5 minutes. Merci. Donc oui, je vais intervenir comme sociologue qui a travaillé sur la sociologie des Juifs de France, mais aussi les relations, les associations de rapports de relations entre Juifs et musulmans ou entre Juifs et Arabes ces derniers temps. Et aussi, je suis militante dans pas mal d'associations, et donc je vais parfois dire on doit faire comme ça, on devrait faire comme ça, donc je vais aussi m'engager. Alors j'ai 2 messages complémentaires à dire, mais auparavant, en introduction, je pense que pour les dialogues, il est nécessaire l'intelligence, l'esprit critique, on va dire, mais aussi il est nécessaire de compter avec les émotions, les appartenances, la confiance, c'est une des émotions possibles, en effet. Et puis, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Christophe tout à l'heure, il n'y a pas de débat extérieur. Si on se sent concerné par le conflit israélo-palestinien, il faut en parler, par exemple. Voilà. Je ne vais pas en parler moi-même tout de suite, mais voilà. Donc, ça, c'est l'introduction. Alors, mes 2 messages complémentaires. Le premier, c'est qu'il faut combattre en même temps, je dis bien en même temps, je le dis à certains autres copains d'une autre association que j'ai quittée il n'y a pas longtemps, en même temps et ensemble l'antisémitisme et l'islamophobie. Ça veut dire que cela ne concerne pas que les juifs et les musulmans, ni que les croyants. Certes, les croyants peuvent avoir un impact social, un impact civique, apporter leur part d'action civique par leurs rencontres interreligieuses. Il y en a une aujourd'hui encore. Mais cela ne suffit pas. Il y a aussi un combat politique à mener de la part de toute la société, et pas que des juifs et des musulmans, ou des croyants ou des non-croyants. De toute la société. Chacun doit se sentir concerné par les 2 formes de racisme et trouver les moyens et les lieux d'action et d'engagement. Les politiques doivent eux aussi s'engager sur les 2 terrains. Et je voudrais dire, à propos du politique, mais je ne vais pas développer plus que ça, qu'il me semble que souvent, des acteurs religieux, quand ils parlent de leurs engagements, perçoivent les non-croyants, ce que je suis personnellement, comme des gens à qui il manque quelque chose. Il manque une croyance, il manque des valeurs, il manque... Voilà. Et moi, je dis non, c'est pas vrai. D'une manière plus générale, je ne suis pas engagée politiquement particulièrement, enfin, on pourrait dire que oui, mais il manque, nous devons refonder ensemble l'idée qu'un engagement politique est possible. Je sais qu'on est dans le moment du désenchantement. Et il n'y a pas que les croyants religieux pour avoir des valeurs, des sources, des textes, des narratifs à réinterpréter et pour fonder un engagement et réenchanter ensemble le monde. Donc voilà, ça c'est mon premier message. Merci. Il faut des engagements politiques. Deuxième message, juifs et musulmans. Qu'avons-nous à faire ensemble ? Il me semble que donc, l'urgence est politique, je l'ai dit. L'urgence est de combattre ensemble l'antisémitisme et l'islamophobie, pas que nous, mais en nous, entre parenthèses aussi. Et si ce combat commun peut reposer éventuellement sur des valeurs communes, c'est nécessaire quand même, hein,
Ça veut dire que peut-être pas tous les juifs, pas tous les musulmans se sentiront concernés par l'idée d'un combat commun. Il y a toutes sortes de juifs et toutes sortes de musulmans. Mais donc, si on peut partager des valeurs communes, il faut des valeurs communes pour faire ce combat ensemble. On peut aussi penser qu'on a des proximités, dans notre mémoire éventuellement des proximités culturelles. Mais il y a aussi des passifs anciens ou actuels, ou des obstacles actuels au dialogue. Et pour cela, il y a donc des choses à éviter, notamment ce que j'appelle des similarités abusives. Je constate tout à fait avec ce qu'a dit tout à l'heure Fethi Benslama. Je vais développer ça. Donc je vais parler dans ce deuxième message de la question des rapports entre juifs et musulmans et des rapports entre antisémitisme et islamophobie. Il n'y a pas à établir d'équivalence ou de symétrie entre les populations juives et musulmanes, ni entre les deux formes de racisme. Et quand je dis qu'il n'y a pas à établir d'équivalence, je reprends un petit peu ce qu'a dit Yeshaya d'Alsace. Il a mal compris, à mon avis. Il a dit qu'il faut distinguer, pour ceux qui comprennent l'hébreu, c'est l'Evdil, distinguer les cas, distinguer les contextes. Il faut distinguer, et distinguer, ce n'est pas hiérarchiser. Donc c'est important de le savoir. Mais il faut distinguer les populations, et il n'y a pas de symétrie et d'équivalence. Si les préjugés ou les actes anti-juifs ou anti-musulmans existent de la part de populations non juives et non musulmanes en France, il y a aussi en France un antisémitisme actif de la part de populations musulmanes. Des juifs peuvent avoir peur, j'ai entendu des cas plusieurs fois ces derniers temps, de la part des musulmans, et de ne pas sortir avec la kippa par exemple. A l'inverse, les musulmans n'ont pas peur, en particulier des juifs. Dans l'islamophobie, elle concerne la société française en général, mais ils n'ont pas peur en particulier des juifs. Donc il y a une asymétrie. Et même s'il y a des préjugés anti-arabes ou anti-musulmans chez les juifs, pas tout le monde, pas chez tout le monde, on peut l'espérer, ça reste de l'ordre, pour les juifs, de l'inavouable, du tabou. Et ça ne va jamais jusqu'à l'agression physique. Et si on peut évoquer de temps en temps les actes violents de quelques mecs violents, si je peux dire, de la LDJ, la Ligue de défense juive, s'ils passent à l'action parfois, violente en effet, ça n'a rien de commun, à mon sens, asymétrie encore, avec la peur au quotidien que peuvent vivre dans certains quartiers ou dans le métro encore aussi, certains juifs, visibles au moins. Moi, je ne suis pas trop visible, je crois, mais, sauf si on connaît mon nom, mais d'autres le sont. Donc, ça n'a rien de commun avec la peur au quotidien que peuvent vivre ou ressentir certains juifs visibles, donc ici ou là. Mener ce combat commun ensemble, au-delà, et pas seulement les juifs et les musulmans, cela suppose de casser les usages abusifs ou excessifs de la disqualification de l'autre comme antisémite ou islamophobe. Il y a des opinions qui ne sont pas des opinions concernant le judaïsme ou concernant la politique israélienne, par exemple, qui ne sont pas toutes, j'ai dit, mais certaines le sont, de l'antisémitisme. Je peux m'expliquer plus tard. Donc, développer plus tard. Il y a des opinions donc, critiques de la politique israélienne qui ne sont pas toutes de l'antisémitisme. Il y a aussi des usages abusifs de l'accusation d'islamophobie. Revisiter le Coran, son interprétation, l'histoire du monde musulman, l'histoire des violences, etc., le rapport des musulmans ou des États fondés sur l'islam aux minorités, ce n'est pas de l'islamophobie. Voilà. Et enfin, il faut différencier aussi, ne pas mettre sur le même pied d'égalité, ou une équivalence absolue, entre antisémitisme et islamophobie. S'il y a des processus similaires, psychosociaux similaires d'altérisation de l'autre, de discrimination, il y a quand même certaines différences. Je n'en développerai qu'une ici, je crois que j'arrive au bout. C'est quand certains, que je connais, sociologues que je connais, parlent de l'islamophobie en faisant le parallèle avec l'antisémitisme, qu'ils font le parallèle entre le mythe du complot juif et le mythe du complot musulman, de l'Arabia, comme on dit. Eh bien, je suis désolée, le mythe du complot juif, il est fondé sur 100% de fantasmes, sur 0% de réalité. Alors que le mythe du complot musulman de l'Arabia, malheureusement, il y a quelques minorités musulmanes qui ont le projet d'islamiser la France, l'Europe, le monde, je ne sais pas. Malheureusement, c'est une réalité. Donc, il n'y a pas une équivalence
c'est une minorité. Je pense qu'il ne faut surtout pas fantasmer sur cette minorité et généraliser, bien sûr, pas amalgamer les uns avec les autres, évidemment, mais on ne peut pas faire une équivalence absolue entre le mythe du complot juif et le mythe de l'Eurabia. Donc, il faut déconstruire ces choses-là, et je pense personnellement qu'on s'engagera d'autant plus ensemble sur ces combats communs qu'on aura déconstruit ces choses trop faciles, j'ai envie de dire, ces équivalences trop faciles, pour dire nous sommes tous dans le même bain, nous sommes tous des opprimés, etc. Non, c'est pas tout à fait pareil. Et je dirais que aussi l'histoire du rapport des Juifs à la citoyenneté ou à la laïcité, comme l'a dit Fethi Ben Slama, c'est très bien qu'il l'ait dit, j'ai pas besoin de le dire. C'est pas la même histoire. Les musulmans, dans leur histoire, ont vécu longtemps des siècles dans des sociétés où ils étaient majoritaires. Aujourd'hui, ensuite, ils ont été colonisés. Ils ont eu une infériorisation de leur statut, etc. Bon. Donc, des histoires différentes. Voilà. Donc, mettons à plat toutes ces histoires différentes et partons ensemble sur le terrain. Et je dirais une dernière chose que je disais à un collègue tout à l'heure en venant. Ne restons pas chacun sur notre posture de victime, si on peut se poser éventuellement comme victime. Il faut, et ne faisons pas le compte de qui a le plus tort et qui a le plus raison. Je dis en même temps qu'il faut faire ces histoires et ces différences entre les uns et les autres, entre l'histoire de l'un et l'histoire de l'autre, mais en même temps, il faut construire le futur, le présent et le futur. Voilà. Merci. Eh bien, Sami Débat, collectif contre l'islamophobie en France. Oui. Il faut appuyer sur le bouton et on entend. C'est bon ? Voilà. Ça va, je sais appuyer. Merci. Alors, je vais essayer de répondre au sujet. Le sujet qu'on nous propose ici est le suivant: juifs, musulmans, croyants ou non, tous citoyens. Et je pense que on s'est surtout intéressé aux juifs et aux musulmans, un peu moins aux croyants ou non, mais on a surtout oublié tous citoyens. Et je pense que dans l'intitulé de cette rencontre, j'aurais, pour ma part, ajouté un point d'interrogation à la fin. Pourquoi ? Parce que la question centrale, c'est la citoyenneté. Les deux premiers intervenants m'ont convaincu de certaines choses, beaucoup moins sur d'autres. Dans tous les cas, je voudrais ici poser la question de la citoyenneté et savoir si vraiment les juifs, les musulmans, les croyants et les non-croyants sont des citoyens dans notre pays. Est-ce qu'ils sont réellement des sujets politiques ? C'est la juste définition de la citoyenneté. À mon sens, pas tout à fait, vous voyez ? Pas tout à fait, selon les époques, selon les contextes. Et quelque part, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas toujours été citoyens, c'est-à-dire sujets politiques, qu'ils n'ont pas toujours dans leur histoire participé à la cité et donc à la décision politique, qu'ils ont peut-être eu le besoin de devoir compléter ce statut politique bancal par un statut religieux. Et qu'au lieu d'être simplement des citoyens, ils sont devenus des citoyens juifs, plus des citoyens musulmans, puis des citoyens athées, mais des citoyens et quelque chose. C'est parce qu'on n'est pas complètement citoyen qu'on est à la fois un peu ceci et un peu cela. Et ce processus-là, je pense qu'historiquement, on a pu le constater aussi bien chez les juifs que les musulmans. Et en réalité, ce statut de citoyen pose la question, évidemment, de la discrimination. Si on n'est pas considéré comme citoyen, c'est que l'on considère quelque part qu'on n'est pas apte à prendre les décisions comme tout le monde, qu'on n'est pas apte à être égal. On n'a peut-être pas le droit d'être également de profiter de la fraternité nationale et de la solidarité nationale, et peut-être également, enfin,
ne pas pouvoir acquérir ou ne pas pouvoir pleinement profiter des libertés dispensées par les lois de notre pays. Ça provoque en effet, la discrimination provoque l'exclusion. Parce qu'on passe de la discrimination qui exclut, puis de la discrimination à la violence, et puis de la violence à la haine. J'illustre mon propos par 2 épisodes. Un ancien, qui concerne les juifs dans notre pays, et un plus récent, plus que contemporain, qui concerne les musulmans. On n'a pas reconnu tout de suite aux juifs la qualité de citoyen dans notre pays. Malgré les mains efforts qu'ils ont pu produire pour prouver leur fidélité, c'est peut-être ça qui... Non. C'est ça. Mettez-vous en mode avion. Il est en mode avion. Ah. La population juive en France n'a pas toujours eu ce statut de citoyen, n'a pas toujours été reconnue comme telle. Et elle a subi les attaques, la discrimination, les attaques et surtout les attaques provenant de l'autorité politique. Et on a vu jusqu'où on a pu en arriver, puisque ça a pu arriver jusqu'aux événements tragiques de la Deuxième Guerre mondiale et le génocide. Ou en tout cas la complicité dans le génocide allemand. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, on a été plus attentif au statut de nos concitoyens juifs et par conséquent, ils sont devenus sujets de la décision politique, un sujet politique, et ils ont pu acquérir ce statut politique qui leur donne le statut de citoyen à part entière. Hier, dénoncé par l'État, aujourd'hui, reconnu comme un élément intégré de la société française et pouvant participer à la décision de l'État, c'est-à-dire être tout simplement des citoyens reconnus comme tels. Ce processus-là, pour les musulmans, n'a pas encore atteint sa maturité. Je veux dire par là que les musulmans aujourd'hui, ou hier, ils ont été sujets coloniaux, indigènes, puis après à l'indépendance, ils ont été immigrés, donc toujours pas citoyens, et aujourd'hui, ils ne sont toujours pas citoyens ou citoyens pas tout à fait, ou en tout cas théoriquement. Et c'est parce qu'ils subissent les discriminations qu'ils n'ont pas ce statut de citoyen. Parce que tant qu'on ne reconnaît pas l'égalité dans les faits, on ne peut pas être complètement considéré comme des citoyens dans notre pays ou ailleurs, peu importe. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'expliquer aux jeunes, quelque part, qu'ils étaient manipulés par l'extérieur. C'est peut-être vrai en partie, mais à mon avis, il ne faut pas se limiter à cette analyse, parce que c'est un peu trop facile d'expliquer aux jeunes qu'en fait, que s'ils souffrent d'inégalités, c'est parce qu'il y a des problèmes à l'extérieur. Il faut reconnaître les problèmes qu'on a à l'intérieur. Et quand on commence à désigner l'extérieur comme la source de nos problèmes, c'est que quelque part, on ne voit pas les problèmes que nous-mêmes nous générons de l'intérieur. Et pour le coup, en ce qui concerne les musulmans, eh ben peut-être qu'aussi, il faut expliquer aux moins jeunes qu'ils sont peut-être aussi manipulés sur ces jeunes. Peut-être, après tout, on est tous manipulés. Ou pas complètement manipulés, ou un peu manipulés. Mais je ne pense pas qu'il y a les manipulés et les non manipulables, ceux qui vont leur expliquer. Et c'est cette relation-là qui me dérange, moi. Cette banlieue systématiquement présentée comme jeune, sous-entendu immature, et ce centre qui est présenté comme une population mature qui va expliquer à la banlieue comment la vie, elle est vie, comment on vit dans la vie. D'accord ? Et quelque part, on n'est pas dans une relation égale, encore une fois. On n'est pas dans des relations humaines, non seulement égales, mais surtout saines. Et ça, on ne pourra pas considérer que nous sommes tous égaux si on commence à s'observer de cette manière. Alors oui, il faut distinguer, et je terminerai avec ça, il faut distinguer l'antisémitisme de l'islamophobie, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut les distinguer.
Mais moi, je ne les distinguerai pas pour la même raison. Parce que l'antisémitisme, aujourd'hui, il se nourrit des préjugés. Beaucoup de préjugés sur les Juifs. Mais c'est un antisémitisme, j'allais dire, qui vient du peuple. Qui vient du peuple. Qui vient de cette idée, des préjugés qu'on a sur les Juifs. Bien sûr qu'il faut le combattre. Et on doit tous le combattre. Mais l'islamophobie, c'est autre chose. L'islamophobie, c'est une discrimination qui est entretenue par nos institutions. Je le dis, je sais que ça ne plaît pas, c'est un racisme d'État. Et c'est le pire des racismes. Et comment je peux affirmer cela? Je peux l'affirmer parce que tout simplement, en 2004, on a fait une loi pour exclure les filles des établissements publics du premier et second degré. En 2010 encore, on lance des polémiques sur la burqa, comme si on était envahi par les niqabs. D'accord? Ensuite, on nous parle des minarets. Ensuite, on nous parle des moutons dans la baignoire. Ensuite, on nous parle des nounous voilés. On propose des PPL. On propose, des propositions de loi contre les nounous voilés. Maintenant, on parle du voile dans les universités. Qui fait ça? Jusqu'à quand? Ce ne sont pas nos voisins avec qui on a de très bonnes relations dans notre vie de tous les jours, ni nos collègues. Ce sont nos responsables politiques qui deviennent pour le coup irresponsables et dangereux. Je vous remercie. Alors, je vais demander puisqu'il est en bout de table, il n'a pas de chance, à Mehdi Thomas de bien vouloir céder sa place à Rokhaya Diallo. Je suis désolé, mais il pourra réintervenir sans aucun problème. Rokhaya Diallo, auteur, journaliste, documentariste même, je crois. Oui. Vous avez 5 minutes. Merci. Je vais essayer de faire court parce que je sais qu'on est déjà un petit peu on est très en retard. Ouais. Voilà. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, moi je voulais m'exprimer. Je sais que beaucoup de personnes sont intervenues sur ce qui constituait les groupes juifs et musulmans réels ou supposés. Moi j'ai envie de parler de manière plus large et répondre à une intervention qui a eu lieu juste avant qui disait que... Voilà, vous disiez que vous pensiez que nous n'étions pas sur le même bateau et je vous avoue que ça m'a un peu frappée, oui, parce que moi je pense qu'on est tous sur le même bateau et qu'on partage tous la même destinée politique. Et c'est important de le rappeler, même si on n'est pas exposé aux mêmes discriminations, parce qu'effectivement, quand on est noir, quand on est d'origine asiatique, quand on est rome, on n'est pas exposé à des discriminations semblables, mais on est exposé à des discriminations. Et je crois que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des discriminations. C'est vraiment pour moi un point essentiel, c'est que tout le monde a gagne au fait qu'on lutte contre l'antisémitisme ou contre l'islamophobie. C'est un exemple que j'aime bien prendre, c'est les vibreurs pour les téléphones. Ils ont été inventés à la base pour les personnes qui ne pouvaient pas entendre les sonneries, et aujourd'hui on en profite tous. Et je crois vraiment qu'en matière de lutte contre les discriminations, il est essentiel de rappeler que tout le monde bénéficie de toutes les avancées qui seront faites pour les groupes, qu'il s'agisse de notre groupe ou d'autres groupes. On parle beaucoup de la question des juifs et des musulmans, la question de l'État et de la République a été évoquée. Je crois qu'il faut quand même rappeler que les polarités en fait, qu'on crée entre juifs et musulmans semblent, à mes yeux, invisibiliser une responsabilité qui est quand même une responsabilité d'État. La responsabilité aujourd'hui, c'est celle de la République d'assurer en fait, à chaque groupe de cohabiter de manière paisible, de ne pas avoir peur. Et je crois qu'en fait, de déplacer le débat en plaçant le curseur tantôt sur les juifs, tantôt sur les musulmans, en les rendant responsables de discrimination qu'ils subissent également, je trouve que c'est problématique parce que la majorité des Français ne sont ni juifs ni musulmans, il faut quand même le rappeler. Les juifs comme les musulmans, c'est quand même une minorité, ce qui représente moins de 10% de la population. Donc plus de 90% des Français ne sont ni juifs ni musulmans. Et pourtant, l'islamophobie, comme l'antisémitisme, se propage. Donc la responsabilité, elle est nécessairement partagée. Et elle est d'autant plus forte sur les épaules de la République que la République invoque l'égalité comme étant une de ses valeurs fondatrices. Et cette valeur-là, c'est
c'est à la République d'assurer chaque jour son respect. Et je crois vraiment qu'on se trompe de combat en fait en disant que tel groupe est peut-être plus sujet à être discriminé, etc., par tel autre groupe. On se trompe parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On détourne l'attention principale de la responsabilité qui peut être celle de l'État lorsqu'elle promeut certaines lois qui sont excluantes pour certaines populations qui n'ont plus accès à l'école, au travail, etc. Il faut quand même rappeler, et ça je l'ai appris en lisant Esther Benbassa, que les débats qu'on peut avoir et les procès en visibilité qu'on peut faire aujourd'hui aux musulmans en les enjoignant finalement à être invisibles, à se retrancher chez eux ou à ne pas porter de signes extérieurs de religiosité, eh bien c'est des débats qu'on a pu avoir aussi sur les juifs lorsque on questionnait la visibilité des synagogues depuis l'extérieur, où effectivement il y a une période où on considérait que les synagogues n'étaient tolérables que si elles ne pouvaient pas être identifiées depuis l'extérieur. Lorsqu'on en parle aujourd'hui, en 2015, ça rappelle quand même d'autres débats. Donc on a tous intérêt, qu'on soit juif, musulman ou non juif ou non musulman, à réfléchir à ce que l'histoire et ce que la France a pu produire. Quand même, l'islamophobie comme l'antisémitisme, ils ont une histoire. Ce sont des choses qui s'inscrivent dans une historicité qui est l'histoire de France. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler. Et c'est en tant que Français qu'on est solidaire, parce que cette histoire-là, elle nous affecte d'une manière ou d'une autre. Et il n'est pas question pour moi de faire, à mon avis, ce genre de distinction qui, encore une fois, alimente des tensions, alimente la peur d'un groupe vis-à-vis d'un autre et ne nous permet pas d'avancer. Et le dernier exemple que j'ai envie de prendre pour terminer, c'est rappeler que dimanche, on célébrait l'anniversaire de la marche de Selma, lorsque les militants des droits civiques ont traversé le pont de Selma, et c'est une manifestation qui a été très durement réprimée, qui était menée par Martin Luther King pour demander les droits civiques des Afro-Américains. Je rappelle l'implication des Juifs dans la lutte pour les Afro-Américains. Selma, c'était aussi une marche interreligieuse. Martin Luther King a beaucoup œuvré pour impliquer les Juifs dans la lutte des droits civiques, et beaucoup de Juifs, dont certains sont morts, ont été assassinés par des gens d'extrême droite, les étudiants notamment, sur les 3 étudiants qui sont morts, il y avait quand même 2 Juifs. J'ai eu l'occasion de voir un film d'une réalisatrice israélienne qui s'appelle Tova Beck-Friedman, qui s'appelle Red Father, qui raconte en fait l'histoire d'un Juif américain et son implication pour le mouvement des droits civiques. Et je crois qu'aujourd'hui, en ces temps de commémoration, c'est vraiment un combat, une union, une solidarité dont on doit vraiment s'inspirer, au lieu de chercher finalement dans tel ou tel groupe qui est offensif, qui veut agresser qui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est la République qu'on doit questionner, et sa capacité à traiter tout le monde de manière égale et d'assurer une cohabitation pacifique entre toutes les religions et toutes les personnes, qu'elles soient religieuses ou non, croyantes ou non. Je vous remercie. Personnellement, ce que je retiendrai davantage de ce que vous avez dit, plus que votre conclusion, c'est la nécessité de, excusez la formule, de décommunautariser la lutte antiraciste. Je pense que c'est essentiel. Il ne s'agit pas d'établir des équivalences, des symétries, même s'il y a des parentés, s'il y a des dynamiques qui parfois se ressemblent. Mais la priorité, c'est effectivement que la lutte antiraciste soit globale et qu'elle nous mobilise tous comme citoyens, et pas seulement comme juifs, comme musulmans, ou allez savoir quoi. Donc je pense que c'est un petit peu ce que je retiens de ce que vous disiez. Alors, je ne vais pas poursuivre. Samia Atroubi, c'est vous ? Très bien, professeure d'histoire, directrice européenne de la Foundation for Ethnic Understanding. Vous avez 5 minutes comme les autres. Vous m'entendez ? Non ? Je rappuie. Alors, avant de commencer mon laïus, d'abord bonsoir, mesdames et messieurs. Madame la sénatrice, merci de nous convier à cette discussion ô combien passionnante et qui me rappelle ce que j'ai pu faire pendant les 6 dernières années de mon existence. Je dois me confesser, l'imam Bajrafil est parti, mais je me confesserai devant vous et vous dire ô combien la question des rapports entre les juifs et musulmans m'a obsédée et continue à m'obséder en France, en Europe, parce que c'est sur ce continent que j'œuvre, et au Proche-Orient. Juste avant, pardonne-moi Martine, j'aimerais juste reprendre ce que tu as dit en disant qu'il y avait des groupes qui tentaient d'islamiser l'Europe. Ça m'a profondément choqué, non seulement choqué, mais en plus c'est dangereux et en plus c'est faux scientifiquement. Et il suffit de lire un tout petit peu ce que dit Raphaël Laugier dans le mythe de l'islamisation pour remettre un certain nombre de pendules à l'heure. Ceci étant dit, à chaque fois qu'on aborde le dialogue ou les liens entre juifs et musulmans, on est traité soit de doux utopistes,
au mieux, soit de complotiste au pire. Donc en règle générale, j'ai droit à ces deux faveurs. Alors, d'où je parle? Je suis à la fois française, tunisienne, musulmane, croyante, pratiquante, et je suis prof d'histoire depuis un certain nombre d'années en Seine-Saint-Denis, mais la vie a fait que j'ai adopté une nouvelle casquette qui est activiste, et j'œuvre depuis un certain nombre de temps pour la Foundation for Ethnic Understanding, j'adore mon accent anglais donc je vous en fais profiter, qui est une fondation américaine basée à New York depuis 25 ans, qui œuvre grosso modo de façon très large au dialogue intercommunautaire entre différents groupes juifs, musulmans, afro-américains. Parenthèse faite, introduction faite, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, le groupe précédent a parlé de dialogue interreligieux entre leaders religieux que je fais assez régulièrement en Europe. Et ce dialogue interreligieux est nécessaire, vital. Il n'est pas lénifiant, ce n'est pas du blabla de bisounours. Il y a vraiment des vraies tensions qui s'exercent, mais il n'est pas forcément suffisant. Pourquoi? Parce que, un certain nombre de musulmans et de juifs pratiquent peu ou pas et ne se rendent pratiquement pas dans des synagogues ou dans des mosquées. Et donc on voit bien que apporter, convoquer le concept, la valeur cardinale de citoyenneté est essentiel. Ça, c'est dit. Et ça permet de revenir, je crois que c'est ma déformation historique qui me fait revenir sur les termes. Ici, le terme qui nous occupe, qui va m'occuper pendant ces quelques minutes, c'est la citoyenneté. Alors, ceci étant dit, je pense qu'on ne peut pas. Un des écueils que j'ai pu constater à travers mon expérience européenne et les situations les plus catastrophiques auxquelles j'ai pu avoir affaire, c'est que quand la citoyenneté des uns et des autres ne s'exerce qu'à travers l'expression d'une position partisane sur le conflit israélo-palestinien, les uns étant israéliens en puissance, les autres palestiniens en puissance aussi, on arrive à une situation catastrophique. C'est-à-dire que quand les gens n'expriment leur citoyenneté dans la rue ou dans les médias qu'à travers ce conflit israélo-palestinien, c'est une catastrophe. Attention, ça ne signifie pas pour autant que le conflit israélo-palestinien ne doit pas faire l'objet de débats. Et moi, je l'ai dit, et je le dis devant Libération, j'ai écrit dans les tribunes de Libération que le fait même d'interdire d'expression civique, comme ça puisse passer avec l'interdiction de manifester à Gaza, enfin pour Gaza, en tout cas contre les bombardements à Gaza cet été, était une gestion catastrophique du conflit de la part de nos pouvoirs publics. Et c'est là mon deuxième point. On ne peut pas parler de citoyenneté, on ne peut pas parler de communauté musulmane et juive, et Rokhaya l'a pointé du doigt, elles sont numériquement toutes petites, ce sont des minorités en France. On ne peut pas parler de rapport, de tisser des liens entre juifs et musulmans si on ne convoque pas la place des pouvoirs publics. Et quand on a le sentiment, mais je pense que Siam l'a dit avant moi, quand on a le sentiment qu'il y a une hiérarchisation de la citoyenneté selon notre appartenance à la communauté juive ou musulmane, alors là, c'est catastrophique. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, non pas seulement en France, mais en Europe. Autre point que j'aimerais un tout petit peu développer avec vous, c'est sûr, je suis quelqu'un de très pragmatique et de très concret. Qu'est-ce qui marche, en fait? Ce que j'ai pu constater à travers mon expérience à la fois européenne et américaine, c'est que plus il y a une pluralité des acteurs et des voix au sein des groupes, mieux c'est. C'est-à-dire que quand on a une confiscation de l'identité juive ou une confiscation de l'identité musulmane par un seul groupe, c'est une catastrophe. Et je le dis, Bernard Kanovitch, que je connais, ici j'ai beaucoup de partenaires et d'amis, mais je le dis en toute amitié, quand on a un leader de la communauté juive qui s'exprime au nom de toute la communauté juive et qui peut dire des erreurs, et il en a dites, et bien alors, s'il n'y a aucune voix ailleurs, c'est une catastrophe. Pour créer de la confiance, c'est une catastrophe. Je pèse mes mots et je le dis. Et autre point, pour permettre de retisser des liens, parce que c'est ça qui fait que nous sommes là ce soir, et encore jeudi, il est un petit peu tard, vous pourriez être chez vous, mais ce qui nous permet de retisser des liens et de raffermir les liens entre communautés juives et citoyens juifs et musulmans, c'est de travailler sur cette question d'égalité, de justice sociale. Rokhaya a mentionné le film Selma, que j'ai eu la chance de voir en avant-première aux États-Unis, et c'est totalement ça. Quand on a des individus, des citoyens qui œuvrent dans le même sens, dans le but de l'égalité sociale et de la justice sociale, alors on aura avancé.
Et j'en veux pour preuve un groupe avec lequel j'ai pu travailler à la New York University, l'université de New York, un groupe de jeunes étudiants qui s'appelle Bridges, Pont. Ces jeunes-là ont mené une campagne, ils ont été ensemble à Ferguson, lutter et mener des campagnes contre les violences policières. Ils étaient citoyens, patriotes, américains pour l'égalité sociale. Et c'est ça aussi qui doit peut-être essayer de nous rapprocher et de raffermir nos liens entre juifs et musulmans. Et enfin, quand on parle de citoyenneté, on ne peut pas faire l'économie de l'antre du lieu par essence où se crée et s'acquiert cette citoyenneté. Nos écoles publiques. Nos écoles publiques doivent être un lieu où nous devons pouvoir retisser des liens entre juifs et musulmans. Et je le dis sous couvert, alors Samuel Everett est là, et j'adore son travail, et vous devriez tous lire sa thèse, mais il parle de mémoire partagée qui n'a pas été transmise entre des gens qui viennent des mêmes lieux, de cette mémoire partagée entre ces immigrés juifs et musulmans venus d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Qui en a entendu parler aujourd'hui? Quelle est cette génération, la 3e, la 4e génération? N'en a pas conscience. Et c'est au sein de l'éducation nationale que nous devons travailler à ça. Et enfin, sur le conflit israélo-palestinien, je pense que s'il n'y a pas d'éducation et si on n'offre pas de grille de lecture anthropologique, historique à nos jeunes sur ce conflit israélo-palestinien, ils le feront sur les réseaux sociaux, ils le feront sur Internet. Et alors là, je ne vous dis pas la catastrophe. Et je finis, bien sûr, forcément, sur une citation que j'aime partager, sur la citation de Dostoïevski dans Les Frères Karamov. Il dit « Nous sommes tous responsables. De tout et de tous devant tous. » Et Lévinas de rajouter « et moi, le premier, moi plus que les autres ». Et c'est de cette responsabilité collective, individuelle et collective de chacun d'entre nous qui doit nous mener aujourd'hui à non pas être là à discuter, même si c'est le premier pas à cette conscientisation, mais à œuvrer et à agir. Merci. Je rappellerai seulement que la journée que nous avions organisée il y a 10 ans, ça rend bien triste, hein, mais c'est pour ça qu'on continue, s'intitulait Juifs et musulmans, une mémoire partagée, mais apparemment de moins en moins, et un dialogue à construire et qui est toujours à construire. Donc voilà. Oui. Donc on est sur la même lancée en ayant l'impression qu'on recule plutôt qu'on avance, mais c'est pas grave. Bernard Kanovitch, président d'honneur de la commission du CRIF pour les relations avec l'islam. Vous avez 5 minutes. Beaucoup de choses ont déjà été dites concernant l'identité et je vais m'appuyer dessus pour aller très vite et tenir pour compte ce qui a été si bien dit par Slama, par Martine Cohen et puis ici, là aussi. Le problème de l'identité, à partir de l'identité juive, je vais vous faire un peu d'histoire, revenir un peu en arrière. 2000 ans de présence en France pour accéder à la citoyenneté au moment de la Révolution française. C'est ça l'histoire juive. 2000 ans de présence, 200 ans de citoyenneté. Comment ça s'est passé? Lorsque les Juifs ont été citoyens, comment c'est devenu? Très douloureux, très douloureux. Préparez-vous à une histoire triste. Napoléon convoque un Sanhédrin. Vous voyez, hein, les mots sont grands. Vous voyez, les 70 sages de la Bible, convoqués, stigmatisés par le pouvoir de l'époque, réunis en conclave, pas très loin d'ici, à l'hôtel de ville de Paris. Messieurs, répondez à 12 questions. 12 questions. Je vous incite tout à l'heure en rentrant chez vous à pianoter sur Internet pour revoir les 12 questions dont je vous parle. La 6e est absolument passionnante. Elle concerne l'identité. Les Juifs, quel est le rapport des Juifs avec la loi? La cité, c'est la loi. Civitas, c'est la loi. C'est la façon de se comporter en citoyen avec autrui, autrui qui est son proche, qui parle la même langue, qui vit dans la même rue, voire dans le même immeuble, et qui envoie ses enfants dans la même école. Ça a été très douloureux. Pourquoi les Juifs ont été stigmatisés? Est-ce que la loi religieuse, sous-entendue, n'est pas prioritaire par rapport à la loi civile? Et les Juifs ont accepté la loi civile. Ils l'ont accepté, les 12 questions, de façon combinatoire et de façon définitive. On scellé immédiatement, ça a été un peu long, mais on scellé l'introduction, l'entrée des Juifs dans la citoyenneté. C'est ce chemin-là pénible, douloureux,
pas facile quand aujourd'hui les communautés musulmanes, un peu de façon fuyante, un peu de façon un petit peu ambiguë, doivent et malheureusement sont astreints à le faire. L'antisémitisme, c'est ça. Ne le confondez pas avec l'islamophobie. C'est un contresens. Lorsque le professeur de Franz Fanon lui disait, vous connaissez, on a prêté ce mot-là, cet aphorisme-là au pasteur Martin Luther King, c'est Franz Fanon. Franz Fanon entendait de son maître au lycée, il lui disait, quand on crie sale juif, lève l'oreille. C'est de toi dont on parle. Donc je ne dis pas que le combat n'est pas commun, que ce n'est pas les mêmes qui doivent combattre, mais l'objectif est différent. Islamophobie, antisémitisme n'est pas le même. Je vais vous raconter une autre anecdote récente. J'ai été invité au CFCM, Conseil français du culte musulman, à parler de la prière pour la République. Prière pour la République, ai-je répondu, mais elle est centenaire dans le rituel de la prière juive. Tous les samedis matins, dans toutes les synagogues de France, on dit la prière pour la République. Ça fait plus d'un siècle. Le président de l'Observatoire, je crois, pour l'islamophobie, me dit, eh bien, nous ferons cette prière et nous la ferons en arabe. J'ai simplement fait remarquer que s'ils voulaient possiblement être entendus par leurs concitoyens, peut-être il valait mieux qu'on la dise en français et que c'était un lien. La prière pour la République, ce n'est pas une politesse, c'est un signe d'intégration, c'est un signe d'adhésion. Si on veut adhérer, il vaut mieux parler une langue plutôt connue, reconnue par ses concitoyens. Il s'est levé, il est sorti. Bon, passons sur l'incident. Donc, il y a là des contresens dont on doit se méfier et qui, finalement, polluent les choses. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Quels sont les points d'application? Pour conclure, simplement 3 points. Quel est le problème de l'antisémitisme aujourd'hui? Et de l'islamophobie aussi, mais de l'antisémitisme. Premièrement, une gigantesque haine d'Israël. Je parle d'Israël, non pas de l'État d'Israël, mais de l'identité Israël, de la Torah, de son enseignement, des patriarches, pourtant c'est les mêmes, pourtant ce sont les mêmes. Gigantesque détestation de l'État d'Israël. Deuxièmement, négation de la Shoah. Comment peut-on nier aujourd'hui être négationniste en matière de Shoah? Vous l'avez vu il y a quelques jours, les commémorations du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Il n'y a peu d'événements historiques contemporains qui aient été aussi documentés, de témoignages, de preuves, et pourtant on reste avec une négation absolument totale. Et enfin, troisième phénomène sur lequel il faut travailler, celui de la concurrence des mémoires. Concurrence des mémoires. Je l'ai vécu malheureusement dans certains pays de l'Est. Ma famille est originaire de Lituanie. Kanovitch, c'est un nom lituanien. Lorsque vous parlez de la Shoah, lorsque vous êtes invité à parler de la Shoah dans les pays de l'Est, ils disent, mais la souffrance, nous connaissons, nous avons vécu l'antisémitisme, le communisme, et en plus de ça, maintenant, ça continue avec... Donc, les choses sont dramatiquement dans un contresens. Ceux qui étaient à l'époque les bourreaux se présentent comme victimes. Cette tentation victimaire, et psychiatriquement, alors là je m'aventure dans un domaine et je fais très attention à ce que je dis, ne connaissant pas les termes exacts, mais dramatiquement ambigus, ceux qui ont été les bourreaux, les Lituaniens, les Ukrainiens, comme les nazis d'ailleurs dans les camps de concentration, tout ça est témoigné, documenté. Aujourd'hui sont les victimes et se positionnent comme victimes. Troisième thème, la concurrence victimaire doit être analysée positivement, avec patience et même avec l'humour et la finesse que j'ai entendu tout à l'heure du président Attias dans son introduction et que je salue. Enfin, dernier point, je conclurai là-dessus, remercier Madame Diallo d'avoir rappelé à l'époque des manifestations pour les droits civiques le rôle que, pas seulement les Juifs ont joué, ils ont joué un rôle considérable, à tout point de vue.
juridique, financier, une action et un activisme jusqu'à l'obtention des droits des minorités noires. Mais ce qui était important, c'est que le combat était fait en même temps entre les Juifs et les Noirs. C'est ça qui m'a impressionné. Le pasteur Martin Luther King était entouré des rabbins les plus célèbres des États-Unis. Abraham Heschel, ce nom est un des rabbins, un des philosophes les contemporains les plus importants que l'histoire a déjà retenu et qu'elle saluera encore davantage. Sur un certain nombre de photos, vous verrez le rabbin à côté du pasteur Martin Luther King. Dans les moments tristes que j'ai, j'en ai beaucoup, je ne souhaite pas que vous en ayez, je regarde cette photo et elle me rassédère. Aujourd'hui, les codes, pensez à ces 3 thèmes-là, très importants, détestation d'Israël, concurrence des mémoires et négation de la Shoah. Aujourd'hui, les codes, quand on rêve de l'Andalousie, ni vous ni moi l'avons connu, mais on peut rêver plus près de nous des communautés telles qu'elles vivaient avant la décolonisation. Il s'est passé quoi? Il se passait que Juifs et musulmans avaient des codes de communication. Par exemple, on connaissait le calendrier des uns, le calendrier des autres. Vous savez, les gâteaux, c'est un véhicule extraordinaire. Envoyez-moi des gâteaux pour le soir de Kippour. Je vous enverrai des gâteaux pour l'iftar, pour le soir de la rupture du jeûne, pour la rupture du jeûne. Du Ramadan, et il se crée comme ça des codes qui sont des codes extraordinairement efficaces. Aujourd'hui, ces codes ont disparu. Les familles sont éclatées, dispersées. Personne ne connaît même le calendrier de l'autre. On ne sait pas quand c'est la journée du grand pardon. Quand, à l'époque, on regarde, peut-être, oui, on apprend ici ou là que le Ramadan se tient entre tel et tel. Ces codes sociaux ont été cassés. L'exil, la décolonisation, le refus de mémoire ou simplement la fuite du temps simplement a fait que les choses se sont cassées. C'est ça qu'il faut reconstruire avec des principes clairs et surtout des pratiques qui sont souvent beaucoup plus simples qu'on ne le croit. Dernier point pour conclure. Oui, vraiment, il faut conclure là parce que vous avez dépassé très largement les 5 minutes, vous en êtes bien à 10 là. Et ça m'ennuie parce que on vous laisse conclure, mais brièvement. Alors, je suis très touché de ce mot-là. Il appartient à tout le monde. La violence en l'absence de dialogue, elle est connue depuis la Bible. Vous savez, le jardin d'Éden, c'est l'endroit délicieux. Tout vous est donné, tout est acquis, tout est donné. Sauf qu'on ne se parle pas dans le jardin d'Éden. On ne se parle pas. À la 2e génération, Caïn et Abel, qu'est-ce que dit le texte biblique? Il dit, il arriva... Ils étaient au champ. Il arriva que Caïn tua son frère Abel. Voilà. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Sauf qu'ils ne se sont pas parlé, ça on le voit, et l'un a tué l'autre. Donc ce que nous disons ici aujourd'hui, et dans d'autres circonstances, n'est pas académique, n'est pas idyllique, c'est un problème concret que déjà la Bible nous enseigne. Merci. Merci. Je suis pas sûr que le Sanhédrin et les décrets infâmes soient perçus par tous comme la consécration de la citoyenneté des Juifs. Ça a été même perçu plutôt comme une régression. Mais bon, oui, ça c'est très douloureusement. Oui, ce que donc dit. On n'est pas obligé d'attendre la même chose de nos concitoyens musulmans. D'ailleurs, ils ne peuvent pas. Et l'État n'intervient plus de cette façon-là, de toute façon. Fort heureusement. Donc, je vais demander à 3 personnes de bien vouloir quitter cette table. Mais je leur demande gentiment, ils s'autodésignent. Hein. Je passe tout de suite la parole à Karim Miske, qui est écrivain, réalisateur. Vous avez 5 minutes, mais 5 petites minutes. Alors. Puis voilà, donc alors je vais essayer d'attaquer directement sur 2-3 trucs. Alors sur la question de l'islamophobie et de l'antisémitisme qui a été abordée plusieurs fois, c'est pareil ou c'est pas pareil, donc on peut toujours, évidemment on va toujours trouver plein de différences. Moi je voudrais aborder ça d'une manière plutôt intuitive. Ça me fait penser à un film de Raoul Ruiz, très beau film qui s'appelait Généalogie d'un crime, où en fait il racontait comment un crime se déplace à travers l'histoire et avec à peu près le même mode opératoire, comme on dit, mais dans des situations complètement différentes. Et moi, ça me fait un petit peu penser à ça, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose de similaire qui se déplace,
à travers le temps, et on sent bien tous intuitivement que quelque chose qui s'appliquait aux Juifs, et qui continue évidemment de s'appliquer aux Juifs, parce qu'il serait illusoire de penser que l'antisémitisme des Français blancs, chrétiens ou athées a cessé d'exister. Moi, je sais très bien, d'ailleurs, dans ma famille maternelle, donc ma mère étant française et mon père mauritanien, les choses réellement les pires propos antisémites, je les ai entendus, notamment chez ma grand-mère, qui était une institutrice de gauche laïque et républicaine, qui en général comptait le nombre de Juifs qu'il y avait dans le gouvernement. Donc c'est bien pour dire que ce n'est pas que aux extrêmes qu'on trouve ce genre de choses, et je ne pense pas que ça a disparu du corps français traditionnel, comme disait l'autre. Donc voilà, je pense que cette chose-là, aujourd'hui, à mon avis, s'est déplacée, on pourrait dire, pour paraphraser une série américaine ou un propos qui revient souvent en anglais, « Muslim is the new Jew ». Et voilà, et bien sûr que par ailleurs, je l'ai traité notamment dans Juifs et musulmans, on connaît très bien la manière dont cet antisémitisme occidental, qui est assez différent des préjugés anti-juifs qui existent bien évidemment dans l'islam, mais qui sont différents des préjugés qui existaient dans le christianisme, pour un tas de raisons qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Cet antisémitisme musulman, il est venu notamment à partir de la traduction par les frères musulmans en Égypte du protocole des sages de Sion en 1926 au Caire et à Jérusalem. Donc on voit très bien comment ces choses-là se sont passées. Et les frères musulmans avaient aussi traduit Henry Ford, qui était un antisémite forcené. On se souvient que du Fordisme et du fait qu'il pensait que ses ouvriers devaient avoir les moyens d'acheter les voitures, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, toutes ces généalogies pour moi sont intéressantes, et je pense aussi que c'est très bien de montrer les différences qu'il y a, mais il faut aussi des fois revenir à sa propre sensibilité, aux intuitions qu'on peut avoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, qui étaient dites contre les Juifs et qui sont aujourd'hui dites contre les musulmans, comme une espèce de disqualification par principe, d'essentialisation de l'autre et de négation de l'autre. Et voilà, il faut arriver, je pense, à dépasser ce genre de contradiction si on veut arriver un petit peu à... Voilà, alors ça, c'était la première chose. Après, je pense qu'on est dans un monde nouveau, dont on n'a pas les clés, dont on n'a pas les codes, un monde qui n'a absolument rien à voir avec celui dans lequel quelqu'un comme moi, j'ai à peu près 50 ans, a grandi, c'est-à-dire justement politique, où aujourd'hui on est dans un monde où c'est les identités qui fonctionnent, c'est une réalité, où on a une forme presque de tribalisation de la société, et c'est un phénomène bien réel, et je pense que ce phénomène, il faut le regarder. Il faut aller sur des pages Facebook, par exemple, des jeunes musulmans, comme je l'ai fait récemment pour créer un personnage pour une nouvelle que je suis en train d'écrire pour les petits polars du monde, avec des termes comme ahlel, qui est... c'est comme ça qu'on appelle, par exemple, un amoureux ou une amoureuse. Il y a tout un tas de choses où on se rend compte que le vocabulaire religieux est devenu quelque chose de totalement commun, naturel, et bon, je ne suis pas allé voir sur les pages des jeunes juifs pour voir un petit peu si on trouve les équivalents, mais j'encourage tout le monde à faire ce travail-là en premier. Bon, moi je suis documentariste d'abord, c'est-à-dire que je pense qu'il faut d'abord partir d'une observation de ce qui se passe en réel, de la réalité sociale de l'époque et du monde dans lequel on est, pour commencer à pouvoir en dire quelque chose, parce que sinon tout ce qu'on dira va être totalement inaudible. Parce que les vrais habitants de ce monde, ce sont les jeunes, c'est eux qui sont nés dedans, dans ce monde qu'on leur laisse tel qu'on l'a créé, c'est eux qui en voient la réalité réellement, c'est eux qui la perçoivent et ils réagissent automatiquement par rapport à ça. Et si on veut arriver à leur parler, à déconstruire les visions négatives des uns des autres, il faut arriver il faut pas penser le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, parce que de toute façon c'est mort, quoi. Une dernière chose, moi je pense qu'il faut partir du réel, c'est tout. Et je pense qu'il faut partir du réel pour agir. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, attendez. Non, on n'aura pas le temps. D'ailleurs, en principe, on devrait finir déjà. Vous êtes sympa de prendre sur mon temps de parole, mais bon, allez-y. C'est cool. Pour l'instant, on a laissé chacun s'exprimer librement, et tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. En général, le réel déplaît et dérange et provoque ce genre de réaction. Donc merci monsieur d'en faire la preuve. Voilà, donc moi ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être donneur de leçons, il faut d'abord comprendre les gens à qui on parle pour pouvoir arriver
à leur parler. Et ce que je peux vous dire, et je vais finir là-dessus, j'ai fait un film donc, qui s'appelle Juifs et musulmans, si loin si proche, dans lequel Esther Benbassa faisait partie des intervenants. Et en faisant ce film, j'ai posé à tout le monde la même question. Je leur ai demandé, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les juifs et les musulmans ont intériorisé le fait que dans leur identité, être l'adversaire ou l'ennemi de l'autre, c'est une part constitutive de leur identité? Et tout le monde était très gêné pour répondre à cette question, et j'ai interviewé essentiellement des juifs et des musulmans. Et franchement, après avoir fait ce film, je pense que oui. Je pense que chez les juifs et chez les musulmans, c'est constitutif de l'identité de voir l'autre comme un adversaire, et que ouais, il y a du taf, quoi. Merci. Bon, il y a quelques exceptions quand même, hein, mais bon... Oui, non, il y a beaucoup d'exceptions, heureusement. Ouais, ils sont pas moins juifs ni moins musulmans que les autres. Hein, bon. Je vais passer la parole à Mabrouk Rachedi, écrivain. Je vous dis seulement pour la logistique, à 8h15, on vous enferme tous, nous aussi. Donc il faudra... On aura toute la nuit. Donc soit on s'arrête à 8h10, soit on dialogue jusqu'à demain matin. En fait, hein, c'est ça. Allez, je vais peut-être passer mon tour alors. Non, pas du tout. Non, mais alors je vais aller très très vite et dans le sujet qui est traité, insister sur la citoyenneté parce que c'est vrai que l'affaire Charlie Hebdo l'a montré très fortement. On parle beaucoup de questions religieuses et à juste titre. Hein, parce qu'il faut en parler, ça fait partie du REL, comme l'a dit Karim, mais aussi c'est la citoyenneté française, telle qu'elle est vécue, qui a interrogé aussi, parce que ce sont des enfants majoritairement nés en France, hein, qui ont fait ces actes-là et qui ont grandi sous les lois de la République et qui sont en but contre la République, sans justement les excuser évidemment, mais juste le souligner. Ce sont des Français, citoyens français. Alors, sur la question de la citoyenneté et de mon rapport d'apparence musulmane, ce qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'on m'a souvent demandé de me positionner dans l'espace public comme un musulman, comme l'a dit Mehdi Thomas Halal. C'est vrai qu'il y a une assignation à être un musulman et à parler en tant qu'intellectuel musulman. Alors moi, j'oppose le fait que je peux aussi me positionner comme écrivain, comme vous l'avez dit, je suis écrivain, et je ne suis pas écrivain musulman, j'ai entendu tout à l'heure psychanalyste musulman, voilà. Je n'ai pas de religion, de culture, enfin, j'ai une culture évidemment, mais dans mon écriture, je ne suis pas un théologien, voilà. Et dans cette histoire, dans cette tragédie de Charlie Hebdo, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que je veux insister sur 3 axes. L'éducation, la culture qui peut rapprocher les gens et aussi les représentations. Je vais très très vite parce que je sais que c'est très très rare. Voilà. Je suis de très près une association qui s'appelle Enquête, hein, qui veut promouvoir l'apprentissage du fait culturel et de la laïcité parmi les jeunes en fait, à l'école. Et avant Charlie Hebdo, la tragédie de Charlie Hebdo, ils recevaient disons, une oreille polie à chaque fois qu'ils parlaient de problématiques. Après, ça a été réunion sur réunion, tout le monde voulait en parler, on a reçu l'agrément de l'Éducation nationale. Je précise que je vais bientôt être un administrateur de cette association, donc je parle en tant qu'insider. Et donc, on voit vraiment que toutes ces questions-là ont été un peu désertées, et même parmi l'Éducation nationale était vue avec beaucoup de méfiance en disant mais parlait du fait religieux comme un fait culturel, hein, pas comme un fait religieux, enfin pas dans une approche théologique, était vu comme une attentatoire à l'esprit de la laïcité, alors que même que la laïcité fait partie des ateliers proposés. Donc on voit que l'éducation en parler rapprochera. Alors sur la culture, évidemment, écrire, ça rapproche. Et moi, autant je peux parfois, je ne suis contre toute logique de boycott en tout cas, ou d'exclusion du dialogue, en tout cas culturellement, ou économiquement. Je peux soutenir clairement, je soutiens certaines initiatives, mais autant dans la culture, le dialogue, faut toujours le maintenir. Et dans les représentations,
je vais toujours très très vite parce que je suis toujours voilà. Il est essoufflé le pauvre. Dans les représentations, ouais, c'est assez drôle parce que dans mes livres, bah, j'ai écrit des livres, Le Petit Malik. Enfin, mes héros étaient plutôt plus des noms à consonance, disons maghrébine. Et on me pose souvent la question, mais quand parles-tu d'un Robert ou d'un Gérard Et là, on se demande, mais est-ce que le fantasme absolu, est-ce que pour être perçu comme un écrivain, il faut vraiment parler de Gérard, Robert, et que quelqu'un qui s'appelle Malik ne peut pas faire partie de la littérature, du paysage de la littérature française. Et donc, tant qu'on n'aura pas réconcilié finalement la France avec la possibilité que on peut avoir, et même c'est drôle, hein, parce que cette remarque, c'est aussi des gens de culture musulmane qui me la font, quoi. Donc c'est en se disant, mais il faut que tu te dégages aussi de cela, parce que pour être perçu comme un écrivain à part entière, c'est pour t'inscrire dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire de la littérature, en tout cas dans la continuité du roman national, ça fait partie du chemin. Moi, j'essaye de défendre l'idée que non, en fait, c'est pas forcément qu'il y a des Robert, des Antoine, voilà, mais il y a aussi des Malik, il y a des Lounès, il y a des Adam, et voilà. Donc les trois pans pour moi essentiels. Donc c'est éducation. Dans mon propre domaine, hein, culture et représentation, les trois étant évidemment complémentaires. Voilà. Merci. Eh bien, je vais céder un privilège ou une charge peut-être. Je devais conclure. Comme je n'aurai pas le temps de conclure, Joël Roman va conclure. En 5 minutes. Alors, je suis quand même très content, non seulement de conclure, mais qu'enfin la parole soit donnée à quelqu'un qui n'est ni juif, ni musulman, ni femme, ni noir, ni jeune. C'est-à-dire que je suis à peu près le seul ici, dans tous ceux qui se sont succédés à la tribune, à représenter en gros l'individu normal de ce pays, le citoyen normal. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, je ne crois pas du tout, mais je ne crois pas une minute, à l'injonction de citoyenneté qui nous est faite en permanence. C'est-à-dire que je crois qu'il y a eu aujourd'hui une captation de ce discours sur la citoyenneté et accessoirement d'un certain nombre d'autres discours, notamment le discours sur la laïcité, qui ont été complètement instrumentés et orientés vers un discours d'injonction permanente qui vise évidemment uniquement à délégitimer et à interdire les manières d'être, les manières de se comporter ou les façons de faire, etc., des uns ou des autres, de tous ceux dont j'ai parlé précédemment que je n'étais pas, quoi. Il y a là quelque chose qui est effectivement, et on l'a vu, plusieurs d'entre vous l'ont dit, l'ont rappelé très fortement, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je crois que il y a là derrière une incompréhension profonde de ce qu'est la laïcité, de ce qu'est la fonction de la laïcité et de ce qu'est la notion de la laïcité. Je crois que la laïcité, la citoyenneté, mais la laïcité va avoir... Oh, quel lapsus. Je dirais, tu t'embêteras je dirais plus précisément ce qu'est la laïcité juste après. La citoyenneté, c'est d'abord le fait d'avoir le droit d'être ce qu'on est dans ce pays. C'est-à-dire que je crois que la citoyenneté, elle est d'abord le fait de pouvoir être ce qu'on est et d'avoir le droit d'être ce qu'on est, d'être reconnu comme étant légitime dans ce qu'on est et d'être en quelque sorte accueilli ouvertement avec tout ce qu'on est, avec les identités précisément. Je ne crois pas que les identités soient des choses à rayer, je ne crois pas que les identités soient des fardeaux, je ne crois pas que les identités soient des obstacles. Alors évidemment, on peut avoir à un certain moment des formes de crispation identitaire, hein, et on sait très bien qu'il y en a, et on sait très bien qu'il va falloir lutter contre ça. Mais je veux dire que ces crispations identitaires, elles viennent pour l'essentiel de la non-reconnaissance des identités. Donc soyons un petit peu moins accablés, soyons un petit peu moins stressés sur la question de la citoyenneté, et on verra que d'une certaine manière, la question identitaire retombera un petit peu, et les gens pourront être ce qu'ils sont et être leurs identités librement. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a rendu possible cette expression identitaire, cette manière d'être et la possibilité d'être pour chacun ce qu'il est là où il est, c'est-à-dire d'être un citoyen de ce pays à part entière, alors à ce moment-là, on va pouvoir passer à la deuxième phase de la laïcité, qui est la citoyenneté participative, la citoyenneté politique, le fait de revendiquer des droits. Hein. Mais je crois qu'il y a d'abord et avant tout quelque chose qui est effectivement une responsabilité de l'État, une responsabilité des dirigeants politiques, de la parole politique, qui est de dire aux gens, vous avez le droit d'être ce que vous êtes là où vous êtes.
Et je n'entends pas très bien beaucoup cette parole-là, je ne l'entends pas assez aujourd'hui, et je crois qu'elle n'est pas assez portée. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, juste rapidement, puisque j'ai évoqué la question de la laïcité, c'est que je crois que la laïcité, elle se situe dans le droit fil de cette idée-là. C'est-à-dire que la laïcité, c'est d'abord la proclamation d'une liberté, d'une possibilité pour les individus de pratiquer leur religion ou leur absence de religion comme ils le veulent et comme ils l'entendent. Je crois que la laïcité n'a pas à déterminer a priori ce que les individus doivent faire, la façon dont ils doivent s'habiller, la façon dont ils doivent se comporter, etc. Et en particulier dans l'espace public. Rien n'est plus sot, rien n'est plus absurde que de dire que la laïcité condamne l'exercice de la religion dans l'espace public. Mais évidemment que la religion existe dans l'espace public. La religion, ça se fait à plusieurs, ça se fait pas tout seul dans sa salle de bain. Ce qu'on fait tout seul dans sa salle de bain, c'est sa toilette, c'est pas la religion. La religion, ça se fait à plusieurs dans l'espace public. Et on a le droit d'être religieux dans l'espace public. Voilà. C'était les deux choses que je voulais dire. Donc, on a le droit d'être citoyen parce qu'on a le droit d'être ce qu'on est, et on a le droit d'être religieux. Ça me paraît être deux principes de base que parfois j'ai peur qu'on ait un peu oublié et que notre discours républicain et d'injonction citoyenne oublie un peu trop. Alors, merci à tous.